Parlons immobilier dans ce troisième épisode du podcast Le Signe Blanc, le podcast qui a été créé pour aider les jeunes actifs comme toi à pouvoir se lancer dans le monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat avec succès. Tout ça grâce au retour d'expérience et aux conseils concrets que tu vas recevoir de moi et des invités pour pouvoir te lancer et éviter des erreurs coûteuses. Aujourd'hui, on parle immobilier avec Nicolas Labate-Camy, l'actif préféré des Français. Pourquoi ? Parce que sa stabilité et l'effet de levier qu'offre la banque est un combo parfait quand on débute son activité professionnelle et qu'on n'a pas encore assez pour acheter un bien cash. Mais comme tu sais, beaucoup de Français ont l'immobilier, mais très peu arrivent à en vivre. Aujourd'hui, on t'amène beaucoup plus loin. Nicolas y a remplacé son salaire en 4 ans grâce à l'immobilier. Il va t'expliquer comment faire de même. Un podcast à écouter et réécouter pour que tu puisses passer à l'action. Je te laisse donc t'abonner, enregistrer cet épisode et surtout, je te laisse avec la suite. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Le Signe Blanc. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Nicolas Labate-Camy avec nous. Donc c'est une vraie chance parce que c'est un investisseur qui a transformé sa vie en littéralement 4 ans. Donc maintenant, tu as déjà 19 lots de différentes tailles, de l'appartement jusqu'à l'immeuble, aussi différents modes d'exploitation. On a la longue durée, de la courte durée. D'ailleurs, tu en as un qui marche très très bien dans une petite ville. Donc c'est des chiffres hallucinants. Peut-être qu'on pourra en reparler justement dans ton parcours. Et ensuite, on va aussi pouvoir répondre à toutes vos questions parce que j'en avais parlé sur Instagram déjà hier qu'on allait te recevoir. Donc on a eu des questions justement qu'on va pouvoir expliciter pendant l'épisode et puis surtout à la fin. À la fin, on va prendre le temps de répondre à tout ça. Le but, c'est d'expliquer comment trouver des biens rentables. Est-ce que moi, dans ma situation, je peux aussi investir ? Parce qu'il n'y a pas que le CDI qui prime et ça, on va le voir. Et c'est aussi de se lancer, de pouvoir se dire, si moi, je peux le faire, comment ? Et prendre la décision d'agir. Et je pense que ça, c'est plus difficile au départ, c'est juste passer le cap et après répliquer. Mais bon, ça, c'est toi qui vas me l'expliquer. Ouais. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'on va aborder ensemble. Je te laisse m'expliquer qui tu es, te présenter un petit peu aussi et me dire d'où tu viens au départ, qu'est-ce que tu faisais avant d'investir et qu'on puisse mieux te connaître. Ok, écoute, merci en tout cas, merci pour l'invitation Emma. Alors moi, c'est Nicolas, donc j'ai 34 ans, je vis sur Pau dans le sud-ouest. J'ai démarré l'investissement en 2018 et j'ai quitté mon job de salarié en 2022. Donc après 4 années de durs investissements, assez bien menés et enchaînés surtout, en fait, qui m'a permis de quitter mon job et remplacer mon salaire surtout. Avant d'investir, quel était le métier que tu avais ? Parce que tu m'as dit que tu as remplacé ton salaire par ça. Donc qu'est-ce que tu faisais avant ? Avant, j'étais salarié dans l'industrie pharmaceutique, dans une grosse société sur un bassin industriel. Donc j'étais en fait opérateur de production. Okay. Je faisais les postes, j'étais en 3-8. Donc 3-8, c'est les horaires. Les horaires décalés, voilà. En gros, je faisais 2 matins, 2 après-midi et 2 nuits. Ok. Et après, derrière, j'avais 3 ou 4 jours de repos. Et donc, en fait, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de Noël, de Nouvel An. Enfin, c'est toujours... c'est l'usine, donc ça bosse H24. Ouais. Waouh, ça c'était ok pour toi de ne pas avoir le Nouvel An, les vacances, les jours fériés, les moments un peu familiaux comme ça ? Mais à force, tu t'habitues au final. Et bon, après, la famille et les amis le savent, donc il n'y a pas de problème avec ça. Tant que tu n'as pas de vie, on va dire, perso et familiale, ça se passe bien tant que tu es jeune. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça commence à être contraignant. Tu avais quel âge à ce moment-là, justement ? Parce que je ne t'ai pas demandé l'âge que tu avais quand tu étais salarié. Quand j'étais salarié, en fait, j'ai eu une première vie où j'étais dans la restauration. Okay. Donc j'ai vite bifurqué sur autre chose parce que ça me plaisait absolument pas. Et en fait, je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique, j'avais 24 ans, 25 ans. J'ai obtenu mon CDI, j'ai travaillé grosso modo 7 ans dans cette société. Et en fait, pendant le CDI, j'ai pu investir massivement. J'avais le bon profil, j'étais célibataire, jeune, salarié dans une grosse boîte avec un bon salaire, donc forcément ça aide. Mais il n'empêche que voilà, j'ai démarré juste par un studio. D'accord. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur de plus en plus gros. Alors là, tu me parles de l'investissement et on va y venir de toute façon parce que c'est le cœur du sujet. Mais déjà, il y a le moment où tu es salarié, tu gagnes super bien. À quel moment tu te dis, tiens, si j'investissais, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Donc oui, en fait, je cherchais à gagner encore un peu mieux ma vie, que ce soit encore un peu plus confortable. Et je suis tombé sur Internet, en fait, sur un blog, tout simplement, qui expliquait qu'on pouvait acheter de l'immobilier et avoir un excédent de trésorerie, donc le fameux cash flow positif, et en fait, pour s'enrichir encore un petit peu plus, et cumuler
sur plusieurs lots, Ouais. ça pouvait faire un remplacement de salaire ou un gros complément de revenu. Tu y as cru, toi, quand tu as vu le blog? Bah, je pense que oui, en fait. Ouais. Je ne me suis pas posé 36 questions. J'ai fait un petit peu mes recherches. C'est vrai que sur Pau, à cette époque-là, le marché était quand même assez abordable, avec des bonnes rentabilités, et les cash flows étaient assez faciles à faire. On avait facilement du 10% de rentabilité, par exemple, Ah ouais. sur des studios ou même des T2. Donc, Ok. à 10% de rentabilité, en principe, on a quand même un petit cash flow. Mhm. Donc, c'est sur quoi je m'étais focus, en fait, sur l'achat d'un studio, tout simplement. D'accord. Il y a donc financement bancaire, avec un apport juste des frais de notaire, C'est ça. donc assez réduit sur un studio. Ouais. Très peu de travaux. Mais voilà, j'avais pas forcément de formation, en tout cas, j'avais pas fait de formation. C'était le début des formations en ligne. Et en fait, il se trouve que j'en ai fait une en cours de travaux. De ce premier-là? De ce premier appartement. Ok. Travaux que je faisais pas moi, que je déléguais à un Ouais. artisan. Mhm. Mais ça m'a permis quand même de rendre compte, de corriger des petites erreurs que j'étais en train de faire. Ok. Mais globalement, j'avais pas trop mal fait les choses, donc voilà, je me suis Pour le rassuré. premier, ça t'a rassuré. Ouais, parce que à ce moment-là, c'est quelle date? À Pour ce qu'on se moment-là, resitue, on est été 2017 où je tombe en fait sur ce blog. Ok, été 2017, c'est le moment Voilà. où tu trouves le blog. Je trouve le blog. Fin 2017, je signe un compromis. J'ai dû faire avant peut-être 5-6 visites de studio. Mais c'était tes premières? Ouais, Mais comment ça s'est passé les premières? Tu sais, t'as pas forcément de connaissances. c'est Comment tu te assez, places? ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Je me rappelle par exemple que la veille de faire la première visite, en fait, enfin, c'est pourtant tout bête, hein, mais j'étais en stress vraiment quand je me suis Mhm. endormi. Je me demandais si je faisais pas une bêtise ou si, enfin voilà, là on rentrait vraiment dans le vif du sujet. Mhm. J'allais être en face d'un agent immobilier avec, voilà, qu'il fallait négocier et puis pas passer non plus pour, euh, pour quelqu'un qui connaît absolument rien et qui fallait être crédible en tout cas. Ouais, ok, Voilà. je vois. Le problème Et, de la crédibilité. et puis bon, finalement ça s'est fait et puis voilà, 5-6 visites, j'ai trouvé mon bien, j'ai signé le compromis fin 2017 et en février, le 7 février, je me rappelle, 7 février 2018, je signais l'achat du premier studio. Du tout premier. Ouais. Oh. Mais ça paraît pas si loin, parce qu'on est en 2024. Hein. Ouais, non, T'imagines finalement ça a été super vite. Ouais. Le parcours Ouais. que t'as fait. Donc, 2018, t'as acheté ton premier. Donc, on rappelle que t'étais pas formé. Hein. Pas, non. Parce sur le que tu moment- t'es formé après. Voilà, au moment où pendant j'ai les travaux. acheté, en tout cas, j'étais pas formé. Ouais. Je savais un petit peu faire quelques calculs, les grandes lignes, on va dire, du basique. Après, on reste sur du studio, donc c'était 25 mètres carrés. Mhm. Il y avait à peine 5 000 euros de travaux. C'était surtout un rafraîchissement. Ok. Donc rien de compliqué. Et justement, pour commencer, le studio, est-ce que ça t'a rassuré? Tu t'es dit, bon, c'est le début, j'ai envie de commencer par ça, ou est-ce qu'il y avait une autre stratégie derrière? Pourquoi un studio pour commencer? Un studio parce que c'était le plus facilement finançable. Hmm. C'était, grosso modo, c'était 50 000 euros de crédit, Ok. tout compris. Donc c'était assez facile. Moi, avec ma situation, je savais que voilà, je pouvais trouver assez facilement. Il n'empêche quand même que ma banque historique, disons, et qui était aussi celle de mes parents à ce moment-là, ne m'a pas suivi. Ah bon? Ouais, ils ne m'ont pas suivi parce que en fait, ils m'ont proposé un taux qui était assez élevé, très élevé même pour l'époque. Hmm. Donc j'ai dit non et finalement j'ai trouvé une autre banque. Donc en réalité, ils me suivaient, mais vraiment, enfin voilà. Un peu pour te décourager avec un taux. Je savais qu'il y avait mieux, voilà, j'étais quand même Ouais. assez averti à ce moment-là pour au moins savoir que les taux n'étaient pas du tout. À l'époque, Mhm. ils me proposaient du 2,18, du Ouais, 2,18 ça- sur 20 ans et finalement je l'ai eu à 1,60. Ah ouais. Donc voilà. Ça, aujourd'hui, on serait content. Ah, on serait content. D'avoir 2,18, on serait content. Ouais, ouais. Mais tu l'as eu à 1,60, ouais, ça paraît ouf, quoi. Ouais. Dans le sens où, là, ce que tu cherchais, c'était des petites mensualités, du coup. Ouais. C'était vraiment le but de ce crédit-là. Donc, tu as réussi à l'avoir dans une autre banque, pareil. Mm. Enfin, je trouve que t'es pas formé, tu te dis, bon, j'ai vu un blog, ça m'intéresse bien de pouvoir, en fait, m'enrichir, avoir une nouvelle source de revenus. Et tu as déjà ce truc de te dire, ok, je vais voir d'autres banques. T'en as vu que 2 ou tu as quand même comparé encore d'autres? Je crois que j'en ai vu 3 ou 4 même. 3 Ok. ou 4 et c'est celle-ci qui m'a fait la meilleure offre, D'accord. tout simplement. Donc, dès le début, tu as mis en concurrence. Pour Ouais. toi, c'était ok, pas forcément de difficulté à... Non. Ok. Je sais que c'était un financement assez simple. Je savais que j'avais du cash flow. Hmm. J'ai acheté, c'était un secteur, donc on était centre-ville, donc c'était pas forcément le plus bas du marché non plus. C'est sûr. Mais j'avais quand même mon petit cash flow et voilà, à l'époque, en fait, j'avais pas la vision non plus de la plus-value
du secteur. Enfin voilà, j'étais vraiment débutant. En fait, moi, je cherchais surtout le cash flow pour pouvoir enchaîner derrière. Ce que j'avais appris sur ce blog, c'était que si tu arrivais à avoir un excédent, tu pouvais plus facilement derrière te faire suivre pour d'autres projets. D'accord. Et dès le début, tu as dit à la banque, c'est un investissement locatif. Oui. Donc, tu n'as pas dit, c'est une résidence principale, Non. et finalement... Non. J'ai toujours été honnête avec dans tous mes financements. J'ai jamais eu à mentir. Ok. Ouais. Alors, c'est une technique qui pourtant est connue. Des fois, quand tu te lances, tu te dis, bon, j'ai peur au niveau de la banque, elles ne me suivent pas. Donc, je vais dire que c'est une résidence principale. Je lève la main, je l'ai fait. Ouais, je lui ai dit. En réalité, je l'ai fait pour le tout dernier projet. Je l'ai fait. Ouais. Mais parce que je sais qu'en endettement, j'étais au taquet. C'était mon dernier projet avant de quitter le salariat. Il fallait absolument que je l'ai. Okay. Donc, j'ai menti là-dessus, mais j'ai jamais eu à cacher des prêts ou à oui, là, c'est un autre niveau. Ce genre de choses. Ouais. Après, là, c'est simplement... Oui, mentir, oui, non. Parce que c'est-à-dire que en soi, il n'y a pas de gravité par rapport à la banque que tu fasses ça. Après, c'est sûr que dans la négociation, c'est plus facile de dire que c'est un principal. Voilà. Mais moi, ça m'a rassurée pour mon premier, parce que je pense que j'ai eu plus de difficultés que toi. Vraiment, sur le premier, je me suis dit, OK, il faut que je me le prouve, il faut que je le fasse. Et je suis partie au niveau de la banque. Et je suis passée par un courtier, alors que franchement, j'aurais pu éviter, on va pas se mentir, j'aurais pu éviter. Mais ouais, le premier, c'était OK, il faut qu'à la banque, elle me suive. Il y avait beaucoup de pression, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est rigolo d'avoir un autre avis, une autre vision aussi de ce premier. J'ai l'impression que tu étais plus serein. Je sais pas, peut-être que le peu que je m'étais formé, en tout cas, ça me mettait en confiance. C'était pas, c'était un studio, je suis pas parti sur une maison, sur trop de travaux. Je suis pas parti sur un immeuble, sur une coloc. Enfin, voilà, c'était vraiment assez simple, avec très peu de travaux. On parle de 5 000 € de travaux pour une petite surface de 25 mètres carrés, c'est pas... Non. Voilà. J'ai juste changé la cuisine, rafraîchir les murs et les sols, et grosso modo, là, j'ai pas eu de plomberie, j'ai pas eu de salle de bain à refaire, donc même en électricité, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Donc en vrai, c'était un projet simple. Voilà. Et finalement, donc là, tu avances, tu as fait tes travaux. Ouais. Tu te formes, tu le mets en location. Ça se passe bien la location? Tu arrives à trouver? Eh bien, bizarrement, je ne l'ai pas loué au début au prix auquel je m'étais fixé. D'accord. J'ai eu du mal. Alors, on était peut-être, c'était avril, à ce moment-là, en avril, peut-être, voilà, le marché moins dynamique, le marché de la location. Donc, j'ai dû baisser un petit peu le loyer. De combien à peu près? Alors je l'avais mis à 450 € en meublé, 450 €, et je l'avais loué 420 €. Voilà. Ouais. Il n'empêche, j'avais quand même du cash flow à 420 €. Ouais. Mais voilà, j'avais été un peu déçu à ce niveau-là, mais derrière, à chaque rotation, j'ai toujours augmenté le loyer, et j'ai jamais eu de vacances locatives, et aujourd'hui, c'est un appartement que je loue 510 €. Oui, donc finalement... Et il n'a pas changé, hein, donc les loyers ont augmenté ces dernières années, mais il n'empêche que c'est le même appartement avec les mêmes équipements, mais qui coûte 90 € de plus. Et tu l'as gardé? Et je l'ai gardé et toujours bien loué. Ok, d'accord. Donc ça, c'est ta première action, c'est-à-dire acheter ton premier bien, etc. Qu'est-ce que tu en as appris quand tu t'es dit, waouh, ça y est, je l'ai fait? En fait, qu'est-ce que tu as ressorti du premier bien? Ça m'a rassuré tout simplement. Enfin, je sais que j'étais sur la bonne voie et que c'était vraiment ça que je voulais faire. Et que j'allais pouvoir arriver. Je m'étais fixé un horizon de sous 10 ans de pouvoir quitter mon job. En cash flow, on était sur peut-être 80 €, donc il allait m'en falloir beaucoup d'appartements comme ça, forcément évoluer sur d'autres surfaces. C'est sûr. Mais voilà, je savais que c'était vraiment possible, ce que j'avais lu sur Internet, ça pouvait le faire. Il y avait le problème de l'endettement, bien sûr, mais... C'est ça. Alors, de toute façon, on va y revenir parce que toi, tu en as 19 en nom propre. Tout en nom propre. Donc ça, c'est un vrai truc aussi qu'il faut qu'on aborde parce qu'en fait, toi, tu t'es pas forcément associé dans ton parcours. Jamais. Donc la banque, tout est à ton nom, c'est tes crédits. Tout était à mon nom, j'ai jamais rien caché. Ouais. Donc ils étaient conscients de mon endettement, de ce qui rentrait aussi, ce qui sortait. Et ils t'ont suivi. Et ils m'ont suivi, alors non sans mal parfois, mais oui, j'imagine. Forcément. Ouais. Mais c'est normal quand tu as tout ça en nom propre, parce que là, pour faire entre guillemets un état des lieux, donc tu as le studio qui a été donc, ton premier achat. Tu t'es dit, ok, ça y est, c'est possible, donc ce que je lis, c'est faisable. Et moi aussi, je peux le faire. Donc là, comment tu te dis, maintenant que je veux quitter mon emploi en 10 ans, il faut que j'en achète un deuxième. Tu pars sur quoi? Alors, il se trouve que l'agent IMO qui m'a vendu ce premier appartement
m'indique qu'il y a un lot de 3 studios à la vente et en fait, il y a une procédure en cours où c'est une SCI qui vend et qui est en liquidation. D'accord. Le fait qu'elle soit en liquidation, donc il y a une procédure judiciaire, elle ne peut pas être mise en avant sur les réseaux sociaux, enfin sur Le Bon Coin par exemple ou en agence. C'est vraiment que en vitrine ou en bouche-oreille. Ok. Alors je n'ai pas forcément creusé le sujet, mais il se trouve que du coup, voilà, peu de gens étaient au courant qu'il y avait cette vente. Ok. Donc j'ai été visiter, j'ai fait une offre et mon offre a été retenue. Pas de concurrence en face? Il y avait un concurrent, mais en fait, il fallait un accord de principe. Ah. Voilà, parce que c'était un juge en fait qui établissait le. Qui vérifiait en fait un petit peu tout ça? Qui vérifiait la solvabilité en fait des acquéreurs. D'accord. Et l'autre personne en face de moi n'avait pas d'accord de prêt. Ah. Donc il avait fait une offre plus élevée, mais voilà. Et donc du coup, le juge a statué pour moi. Et j'avais acquis donc ces 3 studios, dont un qui était loué à 80 000 euros. Voilà. On était sur 3 fois 22-23 mètres carrés, avec 2 parkings aussi, en souterrain, ouais, qui appartenaient au lot. Ok. Et il y avait grosso modo 25 000, 30 000 euros de travaux en tout pour les 3 appartements. Donc tu as 80 000 euros pour 3 studios, 2 parkings, auxquels tu rajoutes 20 à 30 000 euros de travaux pour rafraîchir un petit peu tout ça. Il y avait quoi comme travaux en fait? Il y avait les salles de bain à refaire. Là, c'était plus costaud, une salle de bain, cuisine, sol, peinture, un peu d'électricité. Changer des baies vitrées aussi, les mettre en double vitrage. D'accord. C'était un projet total à environ 120 000 euros. Oui, mais tu as 3 studios de parking, donc ça vaut le coup. 3 studios refaits à 9. Ouais, c'est ça. Parce que là, t'imagines, tu passes de 1 à 3, donc plus de parking, ok. Mais tu te sentais prêt, tu t'es dit là, ça y est, je me sens prêt d'avoir 3 d'un coup, faire les travaux et tout. Mais je venais en fait, j'étais en train de terminer les travaux du premier. Au moment où j'ai découvert cette opportunité. Donc je me suis positionné dessus et en fait ça s'est bien enchaîné dans le sens où le moment où j'ai mis en location le studio, le premier, il trouve que j'ai eu l'accord pour les 3 autres, pour les 3 studios, donc j'ai pu enchaîner directement. La banque m'a suivi parce que j'avais loué le premier bien. Oui. Et qu'en face, voilà, il y avait quand même 3 studios. Là, pour le coup, j'ai vu de suite la potentiel de plus-value qu'il y avait à faire, parce que 120 000 euros pour 3 studios refaits, même si on n'est qu'en 2018, ça vaut bien plus cher. C'est un bon coup. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, encore plus avec l'après-Covid. Oh là là. Ils sont à Pau, les 3? Ils sont à Pau, ouais. Ah vache. Donc t'es resté à Pau, tu t'es pas forcément diversifié au départ, t'es resté dans au départ. Ok. Ça te rassurait ou c'est juste parce que l'opportunité s'est présentée et puis... Les deux, en vrai, les deux. C'était l'opportunité, c'était proche de chez moi, c'est une petite ville, donc forcément, voilà, en 20 minutes, on a traversé la ville. Mais non, c'était rassurant en tout point, en fait. D'accord, ok. Là, tu avais fini ta formation ou pas? Celle de... Oui. Ok. Oui. T'avais vu les travaux, t'avais vu un petit peu quand t'enchaînes tout ça ou est-ce que t'avais toutes les infos en fait, tout le bagage avec toi? J'étais déjà armé avec la première expérience, plus la formation. Donc non, j'ai pas eu de surprise non plus. Et puis, enfin, j'étais pas... Ouais. C'est pas en travaux, surtout les travaux en général qui font peur. Je confirme. Voilà. Là, pour le coup, il n'y avait pas de gros travaux non plus, finalement. On touchait pas au bâti, il n'y avait pas d'isolation, il n'y avait pas à faire. Enfin, voilà, il n'y a pas de création de compteur. Enfin, c'était des trucs compliqués ça comme ça. restait assez simple, finalement. Et, ouais. Donc, non. Ok. Donc, pareil, quel est le processus? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as des difficultés à un moment donné de ce parcours-là ou pas du tout? Là, c'est le début, tout se passe bien. Tout se passe toujours bien. Okay. En réalité, j'ai pas eu beaucoup de difficultés dans mon parcours. Mais c'est rassurant, justement de le dire, c'est bien. Non, pas vraiment de difficultés. Non, là, pareil, les travaux se passent bien, c'est loué comme je veux. Les travaux ont été faits sur les... En fait, il y en avait un qui était déjà loué, qui a continué d'être loué pendant encore 2 ans après l'acquisition. Là, il y a eu juste un réfléchissement à faire. C'était le mieux, en fait, vu qu'il était exploité. Les 2 autres étaient vraiment dans un sale état. Lui, pour le coup, il y a juste à faire peinture sol et un peu de mobilier, et c'est tout ce qu'il y a eu à faire. Ok. Et les 2 autres, c'était un peu plus lourd, mais les travaux ont été faits en 3-4 mois, je crois, en tout, pour les 2, donc ce qui est très bien. En fait, voilà, les artisans, vu que c'était un étage l'un au-dessus de l'autre, ils allaient... ça s'enchaînait, quoi. Donc, Ok, d'accord. Pour trouver tes artisans, comment t'as fait? Parce que c'est une question, ça aussi.
trouver le bon artisan, ne pas se faire avoir, ne pas surpayer aussi, parce que des fois, tu as un devis pas cher et après, tu te fais avoir. Donc, à ce niveau-là, comment tu as fait pour choisir tes artisans, te dire, OK, je sais que là, je vais pas avoir de problème, ou te protéger par rapport à ça? Alors, tout simplement, c'était dans mon entourage. J'avais des gens que je connaissais, des bonnes connaissances du moins, qui étaient artisans. D'accord. Donc, je les ai fait intervenir. Je leur ai demandé, est-ce que tu peux m'amener tel ou tel corps de métier que je ne connaissais pas? Donc voilà, je travaillais aussi en confiance à ce niveau-là, où c'est des gens que je connaissais, qui venaient avec d'autres artisans avec qui ils travaillaient eux-mêmes. Et donc, ces artisans que j'ai toujours gardés pour mes rénovations. Donc en plus, voilà, je les ai un petit peu fidélisés. Ouais. Forcément, tu arrives un peu mieux à négocier les tarifs et puis ils te matraquent pas non plus. Et puis je les ai fait aussi travailler, mine de rien, parce que maintenant, je fais partie un peu de groupe d'investisseurs dans le coin. Et souvent, on s'échange un peu les artisans ou des informations diverses. Et donc, les artisans, il y en a plusieurs fois qui m'ont remercié de leur avoir donné le contact à notre investisseur, quoi. Ok, donc la fidélisation des artisans, finalement, dans ton parcours d'investisseur, ça t'aide? Ouais. Parce que tu as des prix des fois moins chers parce qu'ils te connaissent, et aussi parce que tu as la qualité qui est entre guillemets assurée, tu les connais, tu sais que ça se passe bien. Ok. Je les connais, et puis ils savent que voilà, il n'y a pas de souci avec moi, je suis pas... ils travaillent bien, ils sont payés en temps et en heure, je leur fais pas faire des trucs de fou, recommencer 50 fois. Je leur amène du boulot aussi d'autres investisseurs, tout le monde est content au final. D'accord, donc comment tu fais pour les fidéliser? En fait, c'est simple, c'est juste payer en temps et en heure, et après les recommander à des amis investisseurs ou à d'autres collègues, quoi. Ouais, exact. Ok, alors là on est déjà dans la partie, ça y est, t'as des collègues, amis investisseurs, ok. Ce moment-là, tu étais seule ou tu avais déjà des connaissances qui avaient investi, ou de près ou de loin, tu pouvais toucher à l'immobilier? Je suis rentré sur des groupes sur Facebook, sur des groupes d'investisseurs dans la région. Donc en fait, je me suis fait des connaissances et des amis grâce à ces réseaux. D'accord, ok. Et donc oui, forcément, avec la formation que j'avais faite en ligne, c'est la seule que j'avais faite d'ailleurs, à ce moment-là, plus les connaissances qu'avaient les amis que je m'étais fait du coup, c'est... en fait, tu te fais un réseau, quoi, sans le vouloir finalement, naturellement, tu te fais un réseau. Pour échanger ensemble, se dire un peu où t'en es. Je trouve ça cool. Enfin, ça, c'est un vrai truc aussi qui aide. C'est-à-dire que déjà, c'est inconnu pour la majeure partie des gens, le fait d'investir en immobilier. Ou alors, dans la famille, il y en a un qui l'a fait, qui a un appartement, mais c'est pas à ce niveau-là, par exemple, comme le tien, où toi, en 4 ans, tu as remplacé ton salaire. C'est encore autre chose. Donc, c'est encore un milieu qui est des fois difficile, on dirait, d'accès, alors que pas du tout. Pas du tout. Dans le sens où, comme tu dis, tu as des groupes Facebook, il y a les apéros, et heureusement que tu en as fait un à Pau, parce que c'est comme ça que je t'ai connue, et du coup tout le groupe aussi autour. Et moi, à ce moment-là, je m'étais dit, j'ai rien à faire là, je suis pas investisseuse, enfin franchement, je m'intéresse juste au sujet, mais j'étais pas encore à ce stade de passer à l'action. Et cet apéro-là, il m'a trop aidée. Et je me suis pris claque sur claque dans la gueule, mais vraiment, ça m'a trop aidée. Je me suis dit, mais t'as pas d'excuses. Tu sais, ceux qui investissent en alternance ou ceux qui ont des moins bonnes conditions financières que toi et qui ont levé beaucoup plus que toi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça existe. Et en fait, tout ça, ça m'a beaucoup aidée. Et c'est un truc que je conseille, mais vraiment, il faut, dans la vraie vie, aller voir les gens, justement, qui sont autour de toi. Faites l'effort de les chercher. C'est rien, quoi. C'est Facebook, c'est Instagram. Il y a plein de réseaux maintenant qui existent autour de ça. Enfin, il y a toute une communauté qui se tisse. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je dirais pas transformé, parce que c'est trop fort quand on voit un parcours comme le tien, mais ça m'a énormément aidé à me lancer. Et du coup, je trouve ça fou que toi, au départ, tu t'es lancée seule. Tu t'es dit, j'y vais seule, je me forme, et après, tu as connu les autres collègues. Mais après, au final, est-ce que ça t'a fait prendre une vitesse supplémentaire, de connaître d'autres personnes qui ont eu d'autres expériences, d'autres petits tips, ou pas du tout, c'est juste le plaisir d'échanger, quoi? Alors, ça a été surtout le plaisir d'échanger, mais il y a eu toujours un moment où, en fait, via ce réseau-là, j'arrivais à avoir des contacts, par exemple, de diagnostiqueurs, de comptables que j'avais besoin. Et puis, de connaissances, forcément, qu'il y en a qui étaient à un niveau plus élevé que le mien. Il y en a toujours, donc t'apprends. Mais il n'y a pas de honte à aller dans des endroits comme ça, ou même en étant... même sans avoir acheté un bien ou juste venir se renseigner. Il y a pas de... Quand j'ai démarré, ça n'existait pas. Sur les réseaux, il y avait très très peu de formateurs, voire même pas du tout. Il y a des gens qui commençaient à faire des vidéos. Voilà.
sur YouTube, mais pas de formateur, non. Après, dans mon entourage, je n'avais pas non plus dans ma famille et dans mes amis d'investisseurs. Donc, pour le coup, ouais, j'étais obligé d'aller chercher l'information sur Internet à ce moment-là. Et Internet, voilà, tu arrives sur des groupes et tu te rends compte qu'en fait, dans ta ville, il y a des gens comme toi et qui investissent et même qui cherchent à investir. Et au final, tout le monde grandit ensemble, quoi. Et c'est bien justement avec le temps qui passe de continuer à faire ces apéros, parce qu'on continue à les faire. Et on a toujours des gens qui viennent, et voilà, qui commencent et qui évoluent aussi, quoi. Donc Mais c'est ça. on se suit finalement tous. Exactement, dans nos parcours qui sont tous différents parce qu'on a tous une situation différente. Et la question, c'est souvent, tu sais, tu as des questions personnelles. Moi, dans ma situation, comment je fais et tout, mais juste, on aura tous des manières différentes d'y arriver, mais il faut quand même passer à l'action. Parce qu'en fait, si tu bouges pas, tu peux pas savoir quelle difficulté tu vas rencontrer et comment la pallier. En fait, il faut aller chercher l'information en se bougeant au bout d'un moment, tu es obligé. Donc toi, tu l'as fait sur le premier, le deuxième. Si on commence à avancer, parce que tu as 19 lots quand même, hein, comment tu fais pour continuer à enchaîner comme ça à chaque fois? Tu vois? Je sais que suite à donc finalement avec ces 4 studios, je me suis dit bon, je vais passer sur autre chose de plus gros. Ok. Et à ce moment-là, je cherchais un immeuble directement. Voilà. Je voulais un immeuble pas trop gros, mais quelque chose avec plusieurs lots et sur Pau. Sauf que en fait, ce qui se passait, c'est que sur Pau déjà les immeubles commençaient à être assez chers. Et j'avais ma stratégie en fait pour que les agents immobiliers me contactent, alors que finalement il y avait très peu d'immeubles et ils savaient que je ne pouvais pas y aller dessus financièrement. C'est qu'en fait je leur disais que j'avais 2 offres, enfin que je cherchais j'avais deux recherches en fait, soit un immeuble, soit une colocation. Et donc forcément l'un ou l'autre ils te contactent plus facilement parce que tu as 2 recherches. Et il se trouve que donc je me suis positionné sur une colocation. D'accord. Proche de la fac. Et donc une colocation de 5 chambres. Quelque chose quand même d'assez gros, avec plus de 100 mètres carrés. Ah ouais. Et donc ça s'est fait en 2019, c'était ça. 2019, donc ça faisait à peine 1 an que j'avais acheté mon premier studio. Là, je passais sur quelque chose de plus gros. Voilà, sur un financement, on était à 170 000 à peu près. Ok. Pour un appartement. Et donc là, avec vraiment... ça a été la deuxième formation finalement que j'ai fait, c'est une formation sur la colocation. Donc deuxième formation. Ok. Deuxième formation, colocation, parce que vraiment, ça n'a rien à voir avec de l'appartement classique, encore moins du studio, où là, il fallait vraiment optimiser les espaces, les chambres, et puis finalement, regarder les concurrents aussi, les colocations que font les autres autour de la fac, pour optimiser ses chances de trouver des locataires. C'est ça. À cette époque-là, le marché de la colocation fonctionnait bien. Et puis l'année suivante est arrivé le Covid. Et alors là, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont cassées les dents sur les colocations parce que les étudiants repartaient chez les parents. Bah oui. En gros, là, pour la coloc, si j'ai bien compris, tu t'es formé pour te dire, allez, il faut que j'optimise, mettre toutes les chances de mon côté pour que ce nouveau projet-là, il marche, parce que c'est un nouveau mode d'exploitation. En fait, c'est ça le truc. C'est que c'est un nouveau mode d'exploitation, du coup, tu t'es dit, il faut que je me forme. Ou alors, je fais mauvaise marche. Non, c'est ça. Non, c'est le raisonnement? Ok. Et du coup, est-ce que ça t'a aidé de te former? Qu'est-ce que ça t'a appris et comment ça t'a permis de te sécuriser avec le Covid en plus qui arrivait juste après? Ce que ça m'a surtout appris, c'est sur les baux de location. Les baux en colocation, c'est particulier. La plupart des copropriétés refusent ce mode d'exploitation, tout comme la location courte durée. Ils ont le droit? Si c'est écrit dans le règlement de copro... c'est non opposable. Voilà, ouais. Ok. Donc, mais il existe des solutions pour contourner un peu oui, un peu, ce blocage-là, quoi. Ces contraintes. Ok. Et en fait, ça se joue sur des mots, finalement, sur la façon de tourner le contrat de location, le bail. Et, puis juridiquement, tu es protégé, il n'y a rien à dire, quoi. C'est ça. Voilà. C'est les bails individuels où ils sont solidaires tous ensemble, là? Ouais, alors les baux solidaires, ça existe, mais moi, c'est pas du solidaire. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des avenants à chaque fois. Des avenants au bail principal. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, c'est des locations... c'est pas considéré comme des locations à la chambre. Oui. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Donc ça permet de contourner le règlement de copro, mais après, il n'empêche qu'il faut quand même que ça se passe bien. Si derrière, il y a beaucoup de nuisances... oui. C'est du bon sens aussi, quoi. C'est du bon sens, voilà. Il faut mettre des règles dans la colocation. Je fais toujours signer un pacte de colocation. Ouais. Je mets un règlement intérieur, enfin voilà.
il faut un peu plus se structurer, disons. D'accord. Niveau gestion, ça va ou t'es embêté parce que t'as plus de locataires d'un seul coup, hein? Ouais, bien Pour sûr. un bien. Ben, c'est comme si tu as une colocation de 5 chambres, c'est comme si Ouais. tu gérais 5 appartements en plus, quoi. Clairement. Ouais, Voilà. d'un seul coup. Donc c'est une autre gestion. Très honnêtement, c'est ce qui est le plus énergivore, Ok. je trouve. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la ville, en fait, le marché de la colocation est saturé. Il y a D'accord. beaucoup de colocations par rapport à la demande. Donc forcément, voilà, il y a un peu de vacances locatives. Dès que j'ai un départ, je sais que je suis un peu en stress parce que, quelle que soit la période, parce que ben, justement, il y a beaucoup d'autres colocations sur le marché. Et que même tu as beau faire des prestations, aujourd'hui, moi, dans mes colocations, dans chaque chambre, il y a une télé, il y a Netflix dessus. Je mets à disposition Internet, l'électricité. Il y a une femme de ménage qui vient pour faire les parties communes. Ah ouais, Voilà, et malgré ça, enfin voilà, je suis dans la moyenne, on va dire, en loyer. ok. Et malgré ça, j'ai quand même, Des vacances. ouais, un peu de vacances. Alors c'est léger, mais c'est surtout qu'en fait, c'est énergivore, quoi. Là. Je sais jamais sous un mois si je vais réussir à relouer rapidement ou pas, quoi. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais? Alors là, on parle de Pau, d'accord, mais dans d'autres villes, est-ce que tu le conseillerais quand même, la coloc? Bah, faut connaître le marché de chaque ville, bien sûr. J'imagine que dans des grandes villes, peut-être comme Bordeaux, Toulouse, enfin voilà, des grosses villes, où forcément, bah, il y a beaucoup plus d'étudiants, donc la coloc s'y prête. C'est un mode d'exploitation là qui s'y prête facilement. Une ville comme Pau, il y a une fac, bien sûr, mais pour moi, voilà, tout le monde a vu le rendement. Déjà que le rendement sur des petites surfaces, il est déjà intéressant. Donc sur de la coloc, il est encore plus intéressant. Ouais. Donc tout le monde se rue dessus. Mais malheureusement, ça sature un peu le marché, quoi. Mais en fait, c'est la question de l'offre et de la demande, quoi. T'es obligé de voir quelle offre, quelle demande et la concurrence aussi à côté, parce qu'au final... Mais t'as un côté quand même entrepreneurial dans l'immobilier. Tu touches un petit peu à des notions qui sont proches. Enfin, au final, t'apprends un petit peu des deux. Parce que l'immobilier, si t'as pas de demande en face et que tu sors un appartement que personne veut, il peut être magnifique ton appart. Enfin, s'il n'y a pas les gens en face, il n'y a pas les gens en face. Il faut toujours s'adapter, en fait. Dans l'immobilier, je trouve, il n'y a pas... Enfin, comment dire, une vérité où voilà, tu achètes, tu vas louer. Non, c'est que tu vois, il faut s'adapter au marché. Donc, pour revenir sur la colocation, je me suis posé à un moment la question de savoir si j'arrêtais pas de mettre en place Internet, électricité, si je laissais pas les locataires se débrouiller. Parce que finalement, le loyer que je pratique, ben, ça va refroidir certains parce que en fait, je suis en concurrence avec d'autres chambres qui sont peut-être 50, 60 euros moins chères sur le papier. Et ouais. Ça les attire. Pourtant, il faut qu'ils souscrivent, eux, à Internet, électricité. Mais ils le voient pas. Ils ne le voient pas forcément. Donc, Ok. dans les annonces, finalement, je passe au fond parce que ben, j'ai un loyer plus élevé que d'autres. Bon. N'empêche que je continue quand même parce que ça reste quand même rentable, mine de Ok. rien. D'accord. Et je me dis tout simplement qu'en fait, ben, ça fait partie du job. Hein, ça ne peut pas être tout beau, tout rose. Et je trouve que j'ai quand même beaucoup de chance. Faut le souligner quand même sur mon parcours. Mais donc voilà, je me suis mal habitué finalement. Mais pourquoi tu dis j'ai beaucoup de chance? En quoi t'as plus de chance qu'un autre? Alors, parce qu'aujourd'hui, avec le réseau que j'ai d'investisseurs et des connaissances que je me suis fait, il y en a beaucoup qui galèrent, je m'en aperçois. Et alors que moi, finalement, non, quoi. Je m'habitue mal finalement au confort que j'ai d'avoir tout le temps les appartements pleins, de ne pas avoir trop de soucis en termes de dégradation, ce genre de choses. Alors qu'en face, voilà, je connais des personnes qui galèrent. Enfin, tous les 4 matins, ils ont un souci. Et bon, ça, je relativise un petit peu. Ouais. Après, t'as fait ce qu'il fallait pour aussi. J'ai fait ce qu'il fallait, ça arrive jamais. Voilà, bon, tu peux dire que tu as eu un coup de chance sur un ou deux trucs, mais après, bon, quand ça fait maintenant 5-6 ans que je fais ça... Puis quand ça fait 19 lots, la chance, tu la reproduis. Oui, bien sûr. Tu vois, donc je pense qu'il y a aussi une procédure que peut-être t'as pas conscientisée ou juste que tu t'es pas marqué sur le papier, mais qui marche, tout court. Enfin, ta méthode à toi, elle fait que t'es tranquille. Et au final, est-ce que c'est pas aussi ce qu'on recherche? Parce que t'es pas là pour te créer un deuxième métier non plus, hein. Ouais. Sinon, dans ce cas, tu choisis un deuxième métier. Mais c'était pas ton objectif de base. Toi, tu m'as dit, au bout de 10 ans, je veux quitter mon travail. C'était pas pour te dire, je fais 35 heures d'immobilier après. Non, c'est sûr. Non. C'était pourquoi, du coup? De te dire, là, j'ai récupéré du temps. Plus de temps libre en ayant finalement un salaire, donc le cash flow équivalent, ou plus, en travaillant beaucoup moins, en ayant un patrimoine à transmettre pour sa retraite, et en fait, où psychologiquement, enfin, c'est quand même énorme de se dire ok, là j'ai mon salaire, je travaille que quelques heures par semaine,
Et en fait, si ça me saoule, si j'ai un problème, ben, je peux revendre et j'ai une plus-value quoi qu'il arrive. Ça, c'est le luxe, c'est ça le confort ultime, je trouve, de savoir que tu es en plus-value, que tu es bien en prix de la valeur. Et puis qu'aussi, bon, ce qui est bien, c'est que si tu as des soucis, un loyer qui tombe pas, un peu de vacances locatives, une dégradation quoi, tu as toujours les autres appartements finalement qui viennent compenser ça. Voilà. Mais il faut quand même que ce soit pris en compte dans tes calculs. Par exemple, moi, quand j'ai voulu quitter mon salaire, mon CDI, pardon, j'ai pas pris en compte enfin, dans mes calculs, j'ai pas dit, ok, j'ai tant de cash flow, quand tout est loué, quand tout se passe bien. Non, c'est que j'ai pris quand même un petit pourcentage, une petite fraction en me disant, ok, je compte quand même dans ce cash flow, je soustrais un peu de vacances locatives, un peu de réparation. Voilà, donc je minimise quand même mon cash flow, alors qu'en réalité, il se trouve que voilà, je suis quand même assez tranquille. Mais voilà, je l'ai quand même dans ma tête, c'est quand même ancré que si jamais j'ai une baisse d'activité, bon, ça le fait quoi. Faut que tu prévois ça, quoi. C'est à prévoir, voilà, c'est à prévoir. Ouais, faut pas embellir le truc en te disant, ah, c'est tout beau, tout rose maintenant, génial et tout, je pars. Alors qu'en fait, si t'as un seul problème, t'es dans la merde. Voilà. Ouais, donc Même ça peut être les impôts, rien que les impôts déjà, c'est quelque chose, voilà, vraiment, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper le maximum. C'est facile à dire, mais enfin voilà, il y a tellement de choses qui évoluent aussi dans chaque année dans ta vie que l'impôt que tu prévois dans 3-4 ans, finalement, ce sera pas ça, quoi. Non. Parce que tu as fait d'autres investissements, parce que voilà, ta vie a changé tout simplement, et tu es plus ou moins imposé. En général, c'est plus. Oui. Voilà. Mais C'est voilà, ça. il faut le savoir, il faut anticiper, et puis c'est pas parce que tu vas payer, c'est pas parce que tu dois payer 200 ou 300 euros d'impôts en plus tous les mois que ça doit venir chambouler tes plans et te mettre en difficulté et devoir retourner en salariat, et Faut te anticiper, revendre en quoi. urgence. Voilà. Ouais, ça m'étonne pas Je trop. sais que demain, on me demande 200-300 euros d'impôts en plus, où je me prends une douille, je me prends 5000 euros d'un coup. Bon, mais je peux assumer, ok. Je sais que j'ai prévu que ça pouvait se passer comme ça. Ouais, l'immobilier, c'est aussi avoir un petit peu d'argent de côté, quoi. Ouais. Tu peux pas partir avec zéro de côté. Si t'as un seul problème dans n'importe quel bien, tu peux pas, en fait, payer. Donc, t'es obligé d'anticiper ça. Ouais. Parce que je l'avais vu aussi à un moment, c'était très... Alors, t'as le côté accessible de l'immobilier parce qu'on a l'effet de levier avec le crédit et tout ça. Et c'est génial. Mais il n'empêche que t'es obligé d'avoir un petit peu d'argent de côté, quoi. Parce que si t'as un problème... ça, c'est des choses qui, des fois, tu peux oublier. Ouais. C'est déjà, c'est tout beau, tout rose, en fait. T'as aussi la contrepartie. Moi, j'ai tendance à oublier, en fait, parce que tout se passe quand même relativement bien. Et c'est vrai que c'est pour ça que, typiquement, avec la colocation, pour en revenir, c'est que dès que j'ai un préavis ou quoi, en fait, je m'énerve psychologiquement. Mais c'est parce que je m'habitue mal, en fait. Alors, je l'ai programmé, je sais que ça va arriver. Ouais. Mais voilà, on est toujours dans son confort. C'est ça. Chiant, quand même. Ouais. Tu l'as pas prévu, ça arrive, et bon. Écoute, après, ça fait partie du jeu. T'es vraiment que embêté par la coloc ou t'as d'autres de tes biens qui, des fois, te font aussi... Alors, je fais de la courte durée aussi. Et un on petit y peu. arrive. Donc, en fait, c'est la suite de la colocation, c'est que j'ai pu acheter l'immeuble que je cherchais, qui n'est pas sur Pau cette fois-ci, qui est Dans une aux plus alentours. petite ville, ouais. Voilà, une petite ville aux alentours. Et en fait, dans cet immeuble, là, pour le coup, j'ai 9 lots. Donc, et j'ai du local commercial, j'ai de la location nue, de la location meublée et de la LCD, location courte durée. T'as les 4 Ouais, là, en un. Ouais. Là, c'est Ouais, c'est pas mal déjà là. un couteau suisse, cet immeuble. Ouais, je vois ça. Et le nu, pourquoi? Parce que t'es un locataire en nu et t'es obligé ou c'est un choix? Parce qu'ils étaient là depuis... Quand j'ai acheté, ils étaient là. Ah vache. Ouais. Et ça, c'est pas gênant des fois dans ces calculs parce qu'en nu, tu te fais exploser, quoi. Oui, mais les locaux commerciaux, c'est pareil. Ils sont nus aussi. Ok. Ouais. Et je le savais après, donc... Dans tes calculs de renta, tu la prends en compte. bien sûr. Ouais. Bien Et sûr. c'était rentable quand même. Oui. Avec 4 méthodes donc d'exploitation, tu t'en sors? Alors, En termes de gestion, tout ça. la courte durée, ça demande encore une autre gestion. Ouais. Mais c'est surtout là des process à mettre en place pour automatiser. Donc, dans cet immeuble, j'ai une pièce en fait qui sert à rien, qui peut pas servir à grand chose, qui est un espace de stockage, Ok. dans laquelle j'ai fait venir des arrivées d'eau, des sorties. Il y avait déjà l'électricité. Donc, en fait, j'ai fait installer une zone de buanderie avec des machines à laver, des sèche-linges. Et en fait, donc j'ai une femme de ménage qui vient sur place et qui vient faire donc le ménage des Airbnb.
Et donc j'ai automatisé ce process-là. J'ai mis, étant donné que l'immeuble m'appartient, j'ai pas eu à demander à la copropriété de pouvoir mettre une boîte à clés à l'extérieur. Non, là, Donc, t'es je l'ai tranquille. fait. Ouais. Puis après, voilà, j'ai mis tout un process sur les plateformes de réservation avec des messages automatiques, des photos qui indiquent où est-ce qu'il faut se diriger, les codes de Ok. boîte à clés, les consignes pour sortir. Ouais. Euh, donc là-dessus, voilà. Mm. C'est une autre gestion, mais ça me demande moins de temps, bizarrement. Enfin, c'est moins lourd psychologiquement que les colocations. Ah, je suis étonnée. Mm. Parce que comme ça, la courte durée, ça fait plus peur en termes de gestion seule, je suis bien seule. Dans le sens où normalement, bah, tu as les entrées voyageurs. On sait que les voyageurs, des fois, il y a des choses qu'ils comprennent pas trop ou qu'ils ont des questions que tu as déjà répondues. Donc, c'est plein de questions, des fois, qui te prennent un max de temps. Donc, je suis étonnée que tu me dises ça. Comment ça se fait? Pourquoi en coloc, tu as plus de demandes? Est-ce que c'est parce que tu as des conflits à gérer en interne ou beaucoup de turnover? Ou est-ce que la location courte durée, c'est des process que tu as mis en place qui sont tellement bien rodés que tu même plus besoin de mettre l'œil dedans? C'est en colocation, ouais, c'est les turnovers qui clairement me posent Ouais. le plus de problèmes. D'accord. Le côté gestion, non, c'est pas. Donc, c'est OK. C'est pas, voilà. Ouais. Mais la courte durée, non, c'est vraiment de l'automatisation. Je sais que j'ai un seuil de rentabilité à atteindre pour savoir si ça vaut le coup Mm. de laisser en courte durée ou de repasser Ouais. en location longue durée. Pour l'instant, ça marche, ça fonctionne bien. Et je sais que voilà, justement, si j'ai une difficulté, je repasse en longue durée. Mm. Et puis ça viendra compenser. Et puis Ouais. pas de problème avec ça. Ça fonctionne très bien même, hein, parce que Ça c'est une fonctionne petite ville à la base où tu te dirais pas, tiens, là, je vais faire du Airbnb. C'est pas la ville où tu te dis, il y a beaucoup d'habitants, c'est touristique, il y a une activité. Pourquoi tu t'es mis en Airbnb là? Mais la petite histoire, en fait, c'est que c'était un mode d'exploitation que je faisais pas. Et je m'étais refusé de faire. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, dans ma tête, c'était beaucoup de gestion. Mm. Et voilà, je voulais pas. Ouais. Et puis, en fait, je me suis dit, bon, tu possèdes un immeuble, donc tu n'as pas de souci de copropriété. Tu fais de la location meublée, donc courte durée, c'est pareil, il faut juste faire un petit peu plus, mais ça ne change pas grand-chose. Ok. Le ménage, je pouvais le gérer avec donc, la fameuse pièce buanderie et une femme de ménage voilà, trouvée sur Internet. Ok. Et le problème qu'il y avait, c'est que sur Airbnb et Booking, il n'y avait aucun logement sur ces plateformes en courte durée. Il D'accord. y avait gîtes, il y avait des auberges, mais pas d'appartements. Il y avait une maison en courte durée, mais il n'y avait pas d'appartement entier. C'était déjà une indication pour toi de voir des gîtes, des hôtels, tu t'es dit, Ouais, je me disais, s'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de marché, quoi. Il n'y a pas d'hôtel. non. Il n'y a pas d'hôtel. Le premier hôtel, il était à 30 minutes. Donc, Ah ouais. mais je me suis dit, pourquoi pas. Et je me suis lancé là-dedans, en fait, en faisant des photos, des photos normales, avec une annonce absolument pas optimisée parce que j'avais jamais fait. Mm. Le calendrier, les tarifs, pareil, je découvrais tout. Bon, et il se trouve que j'ai eu des réservations, et en fait, ça a très bien fonctionné. Donc, j'ai mis un appartement comme ça sur les plateformes. Ouais. Ça fonctionnait bien, j'en ai mis un second. Ça Ok. fonctionnait toujours bien, donc j'ai mis un troisième. Ah ouais. Donc, et ce qui est marrant maintenant, c'est que quand on regarde sur les plateformes, c'est que je me suis créé de la concurrence. C'est que j'ai d'autres, je pense que maintenant, en plus des miens, il y en a peut-être 4 ou 5 autres appartements. Ah, quand même, ouais. Mais malgré ça, j'arrive à bien louer et ça fonctionne pas moins bien, quoi. Ouais, t'étais dans un océan bleu sans concurrent. Ouais. Et tu t'es créé des concurrents, mais parce que oui. Mais des fois, c'est bien la ça concurrence marchait aussi. très bien, ouais. je trouve. Par rapport à quoi? Et bien, ça permet d'élever un peu son jeu et de ne pas rester dans son confort. Ouais. Enfin, voilà. Le fameux confort, quoi. De se démarquer, voilà, de devoir se démarquer. Et puis quand ça fonctionne bien, Mm. en vrai, il n'y a pas de problème. Hein, Oui, ça te gêne ouais. pas du tout au final, ouais. Non. Ah ouais, comme quoi. Ok, donc là, t'as vraiment touché à tous les modes d'exploitation ou j'en oublie un? De la longue, Les durée. parkings, Oui, des parkings, les parkings que j'avais acquis avec les deux studios. les trois studios. Ouais. Et j'en ai eu 2 autres de plus, en fait, avec j'ai racheté une autre colocation suite à l'achat de l'immeuble. Ok, Ça, c'est ma dernière opération. Une colocation où là, il y avait 2 places de parking aussi en souterrain. d'accord. Et à chaque fois, les places de parking, je les loue à part. Pour tes locataires, s'ils te le demandent ou pour d'autres personnes Non, carrément? pour d'autres personnes. Ah ouais, ok. Ouais. Pour optimiser encore Ouais, la rentabilité, le cash flow. Et je loue séparément. d'accord, ok. Pour les appartements, il n'y a pas de parking attitré. Ah ah.
Oui, mais bon, c'est une bonne optimisation en soi, parce que ça rajoute du cash flow et en fait, t'enchaînes grâce à ça et voilà. Là, tous tes appartements, enfin, tous tes lots te donnent du cash flow? Ah bah oui. Ouais. Autrement, Il y en a aucun qui, pour X ou Y non, non, raison. non, non, non. Non, bah, Ok. l'immeuble, il y a des locations nues, mais Ouais. c'est absorbé par, par les locations meublées, par les Airbnb. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc au final, ouais, tu t'en sors comme ça. Comment tu trouverais des biens rentables maintenant? Parce que tu as eu du off-market sur tes 3 studios. Ouais. Après, tu as eu la coloc avec cette technique de dire je cherche l'immeuble et la coloc. Ouais. Après, tu as eu l'immeuble donc dans la petite ville. Et maintenant, tu as encore une coloc. Ok. Comment tu trouverais des biens rentables si tu repartais à zéro maintenant? Parce que c'est vrai que tu as un réseau quand même maintenant. Donc... Si tu repartais à zéro. Si je repartais à zéro, Ouais. bah, il y a toujours le bon coin. En vrai, on peut pas. Ça, c'est sûr. Oui, moi, les deux, je les ai trouvés sur Beaucoup le disent bon coin. je cherche pas sur le bon coin Ah, parce mais que pourtant. quand ça arrive sur le bon coin, c'est que là, c'est déjà. Soit c'est pas une bonne affaire, soit c'est pas une bonne affaire. Ouais. Mais non, non, il y a toujours des propriétaires en direct qui mettent sur le bon coin, qui passent pas par agence, donc forcément, le bon coin, il faut y aller. C'est ça? Et puis, non, des fois, après les opportunités, il faut se les créer. Tous les autres biens que j'ai achetés, c'était finalement, je les ai vus sur le bon coin. L'immeuble, il se trouve qu'en fait, c'était à la base de 5 lots. Mm. Et donc, j'en ai créé 4 de plus. Les Airbnb n'étaient pas prévus. Donc, l'opportunité, je l'ai créée. La dernière acquisition de la dernière colocation, j'avais pas prévu non plus de louer les deux parkings à part. Parce qu'on était plein centre-ville. Je me suis dit, c'est du luxe d'avoir du parking, donc je vais les laisser pour l'appartement. Finalement, non. Pas besoin. Donc, non. Après, oui, forcément, via mon réseau, les agents immobiliers que je connais maintenant, Oui. même via d'autres investisseurs. Hein. Il y en a qui ne peuvent pas se positionner, ils ont eux-mêmes leur réseau Ok. d'agents immo qui leur proposent des trucs. Mais ils peuvent pas. Ils ne peuvent Donc, pas forcément, ouais. pour X ou Y raison, se positionner dessus, donc ils peuvent très bien voilà, Ok. se dire j'ai cette opportunité. Ouais. Il n'y a pas de recette miracle en fait. Non. Parce que tu as vraiment le truc à chaque fois de te dire ah mais je pense que moi je peux pas le faire parce que j'ai pas le réseau, parce que j'ai pas si. Et en fait non, faut juste essayer et créer la bonne affaire. Ça c'est une vraie question aussi. Créer la bonne affaire, c'est quoi? C'est négocier? C'est choisir le bon mode d'exploitation? Pour toi, créer une bonne affaire, c'est quoi? Créer une bonne affaire, ça peut être un appartement qui n'était pas optimisé en termes d'aménagement, disons, et tu vas casser une cloison pour agrandir le salon qui était tout petit, en créer une justement pour créer une pièce bis ou une pièce supplémentaire, tout simplement une chambre. D'accord. Forcément, là, un T3, tu vas le louer plus cher qu'un T2. Voilà, c'est optimiser à ce niveau-là les biens. D'accord. L'histoire des parkings, voilà, que tu peux louer séparément. Tu peux faire de la division aussi, ça j'en ai pas fait. C'est costaud. C'est costaud, voilà, il faut vraiment que l'appartement s'y prête bien. Il y a aussi l'histoire de la copropriété, enfin voilà, tu peux faire une division officielle ou non officielle. C'est pas forcément interdit, mais voilà, tu peux, les opportunités, tu peux te les créer aussi. Ouais. Mm. Je pense qu'il y a, il y a plein de leviers en fait qui existent. Après, la division, c'est un truc qui pour l'instant me fait encore un peu peur. Il y a trop de trucs. Les compteurs, passer par EDF, tout ce qui est viabilisation, la gaz, électricité. Enfin, faut tout diviser quoi. Ouais. Et je trouve que du coup, tu as des délais de fou. Alors après, bien sûr, c'est des calculs, mais comme premier projet, c'est peut-être un peu beaucoup quoi. Un peu trop ambitieux. Ouais. Tu as aussi les terrains, c'est pareil, les terrains que tu peux diviser. Oui. Tu achètes une maison, elle est en première ligne devant la route. Oui. Tu peux créer un passage derrière si c'est un grand rectangle pour schématiser et vendre le terrain derrière. Enfin, il y a plein des choses que les gens ne voient pas forcément. Le commun des mortels, entre guillemets. Non, c'est ça. Tu n'as pas l'idée de te dire, bah, tiens, si je faisais ça. Après, c'est un truc qui s'entraîne, ça. Plus tu te nourris aussi de l'investissement, de l'immobilier, plus tu commences à avoir des réflexes que tu n'avais pas avant. C'est un peu le truc de te dire, au début, je crée des habitudes, et après, ces habitudes-là me forgent. Et au final, je me surprends moi aussi des fois à avoir cette vision-là. Avant, je passais devant une maison, je suis là, bon, ok. Maintenant, tu te dis, attends, mais la maison, si tu découpes et que tu fais ça, ça et ça. Et même si je le ferai pas, parce que pour l'instant, c'est trop tôt et juste, voilà, il faut commencer quelque part. C'est des idées que t'as pas au départ. Et après, tu commences à avoir ce mécanisme de pensée-là. Et ouais, c'est assez impressionnant de se rendre compte, de te dire, oula, il y a 3 ans, t'aurais pas pensé à ça.
Et toi, il y a 4 ans, t'aurais pas pensé peut-être que t'étais là non plus, quoi. C'est clair. Il y a comme les travaux aussi, hein, chiffrer des travaux. Au début, forcément, tu découvres, donc tu sais absolument pas. Et puis au fil du temps, voilà, avec l'expérience, les travaux que tu fais, Ouais. et puis tu arrives à estimer combien coûte le remplacement d'une cuisine, combien ça coûte 1 m² de sol, 1 m² de peinture, une isolation, une fenêtre. Donc forcément, ça arrive derrière, tu cogites plus vite. Et comme tu dis, voilà, tu trouves un bien, tu auras l'œil un peu plus aiguisé, donc C'est ça. Ouais. donc tu arrives à sortir du lot finalement, à trouver quelque chose que les autres ne verraient pas forcément. C'est ça. Et toi, l'expérience que tu as eue en 4 ans, t'imagines, au début, tu m'as dit, je veux quitter en 10 ans. Ouais. Tu l'as fait en 4 ans. Je m'étais dit, même plus que 10 ans, je m'étais dit mes 40 ans. Ah ouais. J'ai commencé l'investissement, j'avais 27 ans. Hmm. Et pour avoir un chiffre rond, je m'étais dit 40 ans, je me dis 13 ans. C'est bien, c'est un peu large peut-être, mais déjà, si je prends ma retraite 20 ans avant, Ouais, c'est jeune, hein. voilà, c'est pas mal. Putain. Bon, finalement, j'ai fait en 4 ans. Ouais, donc Voilà. finalement, tu l'as fait beaucoup plus tôt. À quel moment tu t'es dit, là, je peux partir? T'avais combien de lots à ce moment-là où tu t'es dit, là, je peux partir? J'avais mes 19 lots. Ah ouais, ok. Ouais, mes 19 lots. J'avais l'équivalent, j'avais un peu plus même, le cash flow remplaçait mon salaire et même un petit peu plus. Ok. Avec la sécurité, ce que je disais tout à l'heure, voilà, de la vacance locative, d'un peu de dégradation. Et puis j'étais aussi en sécurité des fameuses plus-values, l'attente. Voilà, si j'étais en difficulté, je revends. Ok, j'ai plus rien qui rentre, mais voilà, j'ai mon compte bancaire qui sont bien fournis. Et puis rien ne t'empêche aussi de repartir dans le salariat. Hein, c'est pas... Non, après, mais ça dépend ses objectifs. En soi, faut pas toujours opposer le salariat en disant ah c'est pas bien et tout. Non, c'est juste que chacun ses objectifs et si tu veux le quitter, t'as le droit. Et après, des fois, tu peux aussi te dire j'ai juste envie de quitter ce métier-là pour après avoir le temps, la liberté et l'argent de me dire je fais un métier qui paye moins bien mais qui me passionne. Ça aussi. Oui. Donc en fait, il n'y a pas de problématique avec ça. C'est juste que oui, souvent ça fait rêver quand même de te dire je pars à la retraite plus tôt, je quitte mon métier, surtout si tu l'aimes pas vraiment. Toi, tu faisais 3 bits quand même, c'est pas non plus facile dans le sens où, comme tu dis, si tu commences à avoir une famille ou si tu commences à vouloir passer plus de temps avec eux tout court, ça commence à devenir compliqué. Ouais. Donc là, c'est plus le cas. Non, c'est plus le cas. Ça y est, t'as le temps. Perso, après, je le prendrais comme un échec de devoir retourner dans le salariat. Ouais. Forcément. Je pense que je tomberais de très haut. Mais j'estime qu'aujourd'hui, j'ai quand même assez verrouillé le truc pour ne pas repartir là-dedans. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que tu vois, aujourd'hui, donc j'ai mon salaire qui tombe avec mon cash flow. Je bosse très peu d'heures par semaine. Et je peux très bien, en fait, tranquillement développer une affaire. Et Ouais. si ça fonctionne pas, c'est pas grave, j'ai toujours mon cash flow, en fait, c'est que du bonus. Et si ça fonctionne, très très bien. Et puis, et puis ainsi de suite, en fait, c'est la vie. Voilà, c'est comme ça, enfin, on évolue, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les impôts que tu penses payer dans 3-4 ans, en fait, tu paieras pas ça parce que ta vie, elle a changé. C'est ça. Oui, mais c'est ça qui est cool aussi. Tu peux pas te dire en 4 ans, je fais ma vie et puis après, pendant 40 ans, elle ne bouge pas. Ça n'existe pas. Il va forcément arriver des choses dans ta vie. Alors, soit voulu ou pas voulu, mais même, comme tu dis, là, tu as la liberté d'entreprendre avec beaucoup moins de risques. Parce qu'au pire des cas, tu as ton cash flow, tu peux quand même vivre. T'es pas à la rue. Donc ça, c'est sûr que c'est agréable. Après, là, tu me dis que tu travailles encore de ton immobilier quelques heures par semaine. C'est combien d'heures par semaine que tu travailles pour cet immobilier? Ah, je ne saurais pas le quantifier. Je ne saurais pas le quantifier, mais je pense que c'est variable. Hein, donc, je pense que si c'est 10 heures par semaine, c'est beaucoup. Vraiment. Par semaine, hein? Par semaine. Oui, on dit bien par semaine. 10 heures par semaine, c'est rien. Tu gères tous tes biens? Ouais. Tout seul? Tout seul, ouais. Ah ben là, on répond à une question. C'était une des questions, c'était est-ce que tu délègues ou est-ce que tu gères tout seul? Donc tu viens d'y répondre. Tu as 19 lots à gérer tout seul, c'est ok. Ça te prend 10 heures par semaine maximum. Ouais. C'est ta procédure que tu as mis en place. C'est quoi qui explique que... C'est un process, une automatisation, avec l'expérience, voilà, tu arrives à forcément faire des choses un peu mieux. Ouais. Je sais pas, typiquement, c'est tous les contrats de location, les états des lieux, les inventaires, même les annonces, tout ça, j'ai des fichiers, voilà, je perds pas de temps là-dessus, c'est déjà fait, donc j'ai plus qu'à les dupliquer. Et puis, non, en vrai, ça se passe bien parce que la gestion, ce qui se passe mal, c'est quoi? C'est quand les locataires, finalement, sont un peu pénibles dans le sens où il y a ils t'embêtent à toute heure, ils te dégradent, ou ils payent plus leur loyer. Moi, le truc, c'est que comme c'est de la location meublée,
ce sont des contrats d'1 an et les gens restent moins longtemps que des locations nues, forcément. Ouais. Qui sont pas, voilà, c'est pas leur meuble, en général, c'est de la transition des étudiants. Donc les rotations se font plus régulièrement, ce qui fait que tu t'exposes moins souvent de La dégradation. la dégradation Ouais. des impayés. Enfin des impayés, surtout pas de la dégradation, des impayés. Mais non, après je prends toujours un garant, voilà. Que ce soit un garant moral comme Visal ou Garantimi ou un garant physique, peu importe, j'en demande un obligatoirement. Obligatoire, ouais. Et après, non, les rénovations sont bien faites, c'est de la qualité, voilà, dès qu'il y a quelque chose, après il faut être réactif, c'est sûr, hein, voilà, une dégradation, quelque chose qui lâche, tu es obligé de réagir, hein, parce que dans tous les cas, il faut le faire. Ouais. C'est toi et c'est pas quelqu'un d'autre. Non, ça c'est sûr. Et puis voilà, pour ne pas envenimer la situation, là, il faut penser faire un peu de social aussi des fois, voilà, faut penser qu'il y a un locataire, voilà, il paye, s'il y a un truc qui lâche et qui est à ta charge, ben, il faut le faire, c'est tout. Donc ça se passe bien, voilà, les locataires sont toujours contents, je crois jamais eu de soucis avec qui que ce soit. T'as déjà eu des impayés? Pas d'impayés, des retards oui, des Ok. impayés non. Des retards ça peut arriver, mais impayés non, jamais. Grosse dégradation non plus. Quelquefois j'ai dû prendre des cautions, oui, mais jamais, j'en ai jamais eu pour ma poche. Ouais. Voilà, c'est jamais des grosses dégradations. Souvent c'est les ménages sur les rotations qui sont pas bien faites. Ok. C'est pas bien fait. Mais, Ouais. voilà. Mais quand même, hein. Ça aussi, c'est des grosses peurs, tu sais. Les personnes qui te disent ah, attention, les locataires ils payent pas et tout. Ah, en fait, non. La preuve que ça peut arriver aussi d'avoir un parc où t'as pas ce genre de surprise-là. Alors, oui, ça peut arriver. De toute façon, tu l'as anticipé, c'est ce que tu nous as dit. Donc, tu l'as déjà anticipé. Mais c'est pas obligatoire que tes locataires ils te payent pas ou que t'aies des gros problèmes. Ou, enfin, cette vision-là de il y a que des risques, je l'aime pas trop parce que je trouve qu'elle est pas juste. C'est-à-dire que quand tu regardes quelque chose, il faut que t'aies les deux. C'est-à-dire le côté positif de la situation, mais aussi le côté négatif. Mais les deux sont égaux, quoi. C'est 50-50. Et souvent on retient que le négatif. Mais ouais. Mais en réalité, les impayés, je crois que ça représente quelque chose comme 2 ou 3% des locataires en fait, en France. Mais bien sûr. Et ça fait peur pour finalement pour 2 ou 3%, quoi. C'est Exactement. 97% de chances de ne pas avoir d'impayés. Oui, et du coup, t'as peut-être 97% de chances que des personnes passent pas à l'action parce qu'il y a 3% de Ouais, chances bah, que... exactement. Ouais, c'est ça. C'est C'est un exactement truc ça. où t'es bloqué par des peurs qui, chiffrées factuellement, existent. Oui, on n'est pas là pour dire qu'elles n'existent pas. Au contraire, oui, il faut les anticiper, mais il faut pas se dire ah non, non, je fais pas parce que voilà, ça existe. Et après, il y a le côté aussi, tu en fais un, t'en fais deux, t'en fais trois, t'as l'expérience qui arrive, donc tu peux enchaîner parce que tu prends confiance aussi. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, tu te mets un objectif en 10 ans, tu l'atteins en 4 ans. Quelles sont les conséquences pour toi maintenant? Genre, tu te dis, c'est quoi la suite? Tu vas continuer à investir? Alors là, j'ai un projet en cours, je peux pas trop en parler parce qu'on Oui. on est en train d'essayer de le financer. J'ai signé un compromis et là, pour le coup, je m'associe pour la première fois. Ah oui, on n'en a pas parlé de ça. Voilà. Oui, que Donc, t'as fait tout en nom propre et que... Voilà, j'avais tout fait en nom propre, donc là, sortie du salariat, forcément pour les banques, c'est pas possible. D'accord. Voilà, Ils t'ont mis un coup d'arrêt, quoi. il faut pas se leurrer, il n'y a pas à part mettre 80% d'apport, mais voilà, chose que je veux pas faire. Derrière, voilà, pour contourner, c'est se structurer en société, donc s'associer. Et puis voilà, donc là il y a un projet qui est en cours, qui j'espère va aboutir avant la fin de l'année. Ok. On en parlera plus tard, mais donc oui, je continue. Ouais. Je continue à ce niveau-là, je développe un peu mes réseaux sociaux aussi. Je suis en train de lancer une offre d'accompagnement. Voilà. C'est important de le dire. Voilà. Pour les gens qui souhaitent investir ou qui sont déjà investisseurs d'ailleurs et qui ont des blocages ou qui veulent aller plus loin. Donc voilà, je mets à disposition mes connaissances justement, mes quelques années d'expérience d'achat et de location de Mais oui, mais comme quoi immobilier. en très peu de temps. Ouais, voilà. C'est fou ce qu'on peut faire en très peu de temps, l'expérience que tu peux engranger. Maintenant, c'est entre guillemets ton travail à temps plein, mais tu fais 10 heures par semaine. Voilà. Mais c'est ton travail à temps plein. Et c'est pour ça que ça permet de faire, quand on fait que 10 heures par semaine, on se dit qu'on va pas faire ça toute sa vie non plus. Ouais. Qu'il faut au bout d'un moment se développer. Et le développement, c'est lancer une offre d'accompagnement, c'est continuer à investir, voilà. Il y a le temps donc autant en profiter. Tu m'étonnes. T'as continué à investir par envie?
Ou parce que c'est pour continuer à enrichir le patrimoine, faire de l'expérience Mais un peu de tout. Ouais. L'envie, parce que je me suis pas dit, ok, j'ai tout acheté pendant en l'espace de 4 ans et puis je vais plus rien faire. Ouais. Forcément, au bout d'un moment, Mm. quand tout est quand tout est automatisé finalement, que ça fonctionne et que il y a plus que de la gestion à faire, j'ai envie de refaire un peu de travaux, j'ai envie de chercher un projet, l'excitation la recherche de financement, tu vois, Ouais. tu te prends un peu, Ouais. t'es un peu piqué, tu vois, tu y reviens. Et puis là, voilà, il y a le côté où je m'associe, donc on est la à nouveauté. 50-50. Mm. C'est un autre challenge, quoi. Alors, avant justement de pouvoir arriver sur la fin avec les derniers conseils et tout, c'est important quand même de dire que tu étais un nom propre pendant tout ce temps-là. Comment tu as fait pour rester un nom propre? C'est-à-dire pour avoir ces 19 lots-là à ton nom? Parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Souvent, genre, je sais pas si tu es obligé ou tu te sens obligé de passer en société. Comment toi, dans ton parcours, tu as fait pour garder tout un nom propre? C'est-à-dire? C'est-à-dire de faire tout en nom propre, que la banque, elle te suive sur les 19 lots Ah. avec toi, ta capacité de dette à toi. Parce que tu as dû exposer tes 35%, c'est pas possible. Et alors, le fait d'avoir fait de la colocation, ça permet, tu augmentes les loyers, donc Ok. l'endettement grimpe, mais Ouais. pas aussi fort que si tu achetais un T2, un T2, un T2, par exemple. Il y avait aussi la période où c'était le différentiel. Les banques faisaient le Et différentiel et pas l'endettement. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit. Tu peux expliquer le calcul du différentiel? Parce que du coup, c'est un peu plus technique. Alors, le différentiel, ça n'existe plus aujourd'hui, mais en fait, c'était l'action de prendre tes loyers, tu soustrais tes crédits bancaires, et tout simplement, l'excédent venait se rajouter à ton salaire, ce qui fait qu'en fait, plus tu achetais de biens rentables, et plus tu étais financière, tu peux te faire Oui. financer infiniment, quoi. C'était fou, Voilà. ça. Ouais. Donc ça, les banques n'ont plus le droit de le faire. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus. C'était très bien pour les investisseurs, voilà, bloqués par l'endettement, forcément. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Et là, non, je sais que j'ai un gros endettement. Et si je devais refaire sans différentiel, ce serait pas possible. Je le sais très bien. De plus, les taux qui ont énormément augmenté, voilà. Faut reconnaître que je l'ai fait à la bonne période. Ouais. Mais je l'ai fait quand même, voilà. Il fallait le faire. Bah oui. Mais bien sûr. Pas- Ok. Ouais, c'est génial, du coup. Donc là, tu vas acheter ton 20e. Voilà. En t'associant cette Voilà. fois-ci. Ok, c'est une nouvelle aventure quoi qu'il arrive. L'accompagnement, c'est une nouvelle aventure aussi. Ouais. De toute façon, je vais mettre dans la description, il y aura donc ton Instagram. Ouais. Je sais que tu as fait un e-book aussi pour expliquer un petit peu les conseils que tu me donnes là. Voilà. Mais il y a d'autres infos dans le e-book aussi, à quoi? Il y a, oui, il y a le calcul de rentabilité, Ouais. assez classique, mais comprendre l'imposition, comprendre l'imposition à la plus-value, sa tranche d'imposition, comment acheter un bien, la différence entre un parking, un immeuble, une coloc, une maison. Voilà, il y a beaucoup d'infos. Il y a une 50aine de pages, donc il est gratuit et on le retrouve sur ma page Instagram. Ok, voilà, il y aura tout ça. Moi, je vous remets quand même aussi mon Instagram parce qu'il y a des questions auxquelles il y en a une dernière auquel t'as pas répondu. J'aime bien ça, le fait de pouvoir justement avoir une interaction. Et la dernière question auquel t'as pas encore répondu parce qu'on a parlé donc délégation ou gestion tout seul. On a parlé est-ce que c'est mieux d'acheter une résidence principale pour commencer ou du locatif? D'après ce que j'ai compris, c'est plutôt locatif. Pour ma part, c'était locatif. C'était plutôt du locatif. Quoique, en RP, si tu achètes ta résidence principale dès le début, tu peux faire du locatif après ou c'est plus difficile? Ça va dépendre de si tu as été au maximum de ton endettement ou pas. Parce que tu n'as pas de cash flow là. Hein. Non. Donc, Mais ça peut être aussi un levier, voilà, faut pas le négliger, ça peut être un levier. Souvent, les banques demandent d'abord d'avoir sa résidence principale pour après investir dans du locatif. Leur logique, elle est là. Maintenant, investir dans le locatif quand tu as déjà 35% d'endettement, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux acheter. Il vaut mieux. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Il n'y a pas de bonne réponse, mais disons que si tu as l'objectif de faire du locatif derrière, ne va pas au taquet de ton endettement. Avec la RP. Avec la RP, ou achète ta RP comme si c'était du locatif. Alors, concrètement, c'est quoi ça? Concrètement, en principe, sa RP, on a tendance à l'acheter assez cher parce que c'est le coup de cœur, parce qu'on fait une rénovation de qualité, c'est pour soi.
Et puis derrière, on se rend compte qu'on veut faire du locatif et puis on peut pas parce qu'en fait, on est au maximum de l'endettement. Alors que si tu l'achètes comme du locatif, c'est-à-dire que pour y vivre dedans, bien sûr, mais en faisant quelque chose de simple, de neutre, et puis l'acheter au prix du marché ou en dessous, idéalement, derrière, tu vas pouvoir facilement aller chercher un autre prêt pour acheter un studio, un T2, peu importe, pour faire de l'investissement locatif. Tu ne seras pas bloqué par l'endettement. C'est ça. En fait, le nerf de la guerre, c'est le taux d'endettement. C'est le taux d'endettement, ouais. Parce que là, en fait, tu as ta RP, après tu as un appart en locatif, et après tu fais comment? Et voilà. Après, il faut arbitrer ou mettre de l'apport. Voilà. Donc, soit tu vends ta résidence principale, tu es exonéré d'impôts. Sur la plus-value, voilà, ça permet de récupérer de l'apport pour notre projet. Enfin, c'est vraiment là au cas par cas, en fait. Il n'y a pas de vérité. Non. Voilà. Non, c'est toujours très personnel quand même, sa stratégie. Alors, il y a des choses qui reviennent, bien sûr, mais ça reste quand même très personnel. Donc, OK pour cette question-là. Et après, il y en avait une dernière qui est du coup différente. C'est quand on est un peu plus âgé, qu'on a justement la cinquantaine passée, est-ce que c'est intéressant quand même de faire du locatif ou d'investir classique? Il n'y a pas vraiment d'âge pour investir. Bien sûr, plus tôt on le fait, mieux c'est. Pourquoi? Parce que faut savoir que les banques matraquent sur l'assurance de prêt. Plus on est âgé, plus il y a de risques pour eux que tu ne rembourses pas ton prêt et que tu décèdes. Faut le voir comme ça. Donc l'assurance est plus chère. Il y a souvent, passé un certain âge, des tests, notamment tests à l'effort, ce genre de choses demandées par les assurances. Oui, ah vache, demandées par les assurances. Ok. Et plus tu es jeune, mieux c'est parce qu'on ne te posera pas ces questions. Non, c'est Tu es sûr. en bonne santé. Ouais. Et ensuite, à 54 ans, c'est sûr que tu n'investis pas pour devenir rentier, en général. Ce serait plus... C'est plus pour la retraite, pour la transmission. Donc pour conclure, ça peut être tout simplement un projet de retraite, un complément de revenus, avec un cash flow. Et tu ne vas pas forcément partir dans des achats-reventes à cet âge-là. Voilà. Tout dépend de la situation de la personne, mais il y en a qui se retrouvent aussi avec des patrimoines assez conséquents. Donc tu peux partir sur de l'achat-revente ou tout simplement préparer ta retraite et la transmission. Ouais, en fait, faut juste prendre en compte le côté exigence de la banque qui vont être différentes, mais ça veut pas dire que tu peux pas le faire. Non. En plus, comme tu disais, tu as le côté ta vie est passée avant où tu as pu mettre plein de capital de côté peut-être. Ouais. Et projet retraite, c'est le moment de les utiliser. Donc justement, pourquoi pas les injecter comme tu m'expliquais. Et puis, si tu as le projet résidence principale dedans, la banque va plus te suivre. Donc oui, après tu peux faire résidence principale, un ou deux biens peut-être en locatif. Tu me dis si tu es d'accord avec moi. Oui, mais il n'y a pas de vérité. Donc, donc au final, tu ça peux avoir la dépend. personne qui a 50 ans, qui a 500 000 euros de patrimoine et qui ne sait pas quoi en faire. Tout comme la personne qui a 50 ans et qui a 5 000 euros, je ne sais pas. Mais Et qui veut se lancer maintenant. Et qui veut se lancer, mais voilà, il y a pas de. Faut juste prendre en compte que les conditions bancaires sont pas les mêmes que quand tu as 30 ans. Ouais. En fait, j'aime bien le fait de dire qu'il y a pas d'âge. C'est-à-dire que moi, le podcast, il est tourné vers les jeunes actifs qui sont souvent en train de se demander, ça y est, j'ai mes premiers salaires, j'ai envie d'investir, j'ai envie justement de m'enrichir aussi. Parce que s'enrichir, c'est s'offrir une liberté pour plus tard, et des fois, au bout de 4 ans, comme toi, on peut faire des très belles choses, quoi. Et c'est un peu pareil aussi quand on a 50 ans et plus. Au final, c'est juste, t'as une situation X avec des conditions bancaires à prendre en compte, avec une situation perso à prendre en compte, et de se dire, il faut que je fasse un projet qui me ressemble. C'est pour ça que moi, je suis pas partisane des self-made, ceux qui se font tout seuls. Je me suis pas du tout faite tout seule. En tout cas, je suis pas en train de me faire toute seule. Justement, les apéros immobiliers, ça a été l'une des choses qui m'a le plus aidée. Je me suis fait accompagner et franchement, je le conseille. Tout simplement parce que tu gagnes du temps, c'est sécurisant, c'est rassurant. Et puis, t'apprends tellement de choses. Et au final, je trouve que c'est ça qui te fait passer à l'action et bouger plutôt que de te dire, ah non, je vais le faire tout seul. En fait, tu prends 1 an, tu fais des erreurs, ça te coûte de l'argent, ça te dégoûte peut-être aussi. Non, franchement, c'est pas quelque chose que moi, perso, je conseille. Après, voilà, le tout, c'est de savoir se situer par rapport à soi, sa situation et ses attentes. En dernier conseil de fin de podcast, tu dirais quoi, justement, que ce soit des jeunes actifs ou d'autres personnes, finalement, je pense que je vais élargir un peu sur ça. Sur quelqu'un qui veut se lancer, mais qui hésite parce que, peut-être qu'ils ont peur, ou peut-être qu'ils se disent, mais moi, avec la situation, je peux pas. Qu'est-ce que tu les conseillerais, en fait? Il faut se lancer, tout simplement. Il faut le faire. Commencer par un studio, tout simplement. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais
faut arrêter de vouloir se comparer forcément aux autres. Mm. Moi, j'en suis la preuve, hein. J'ai commencé avec un studio et aujourd'hui, j'en suis là. Et voilà, j'ai commencé petit par un achat à 50 000 euros avec 5 000 euros de travaux. Ouais. Et puis derrière, ça s'est enchaîné naturellement. Et puis chacun évolue à son rythme aussi. Il y a pas de... Voilà, faut arrêter de regarder ce que fait le voisin et se lancer tout simplement. Hein. Faut pas... On apprend aussi, on fera des erreurs. Et autant les faire sur une petite surface. C'est ça. Voilà. Et puis ça permet d'apprendre. Et puis dans tous les cas, c'est tellement varié l'immobilier que en termes en travaux, en achat, en location. Voilà. Chaque projet a une expérience. Chaque projet est une expérience. C'est ça, exactement. Mais le tout, ouais, c'est de se lancer. Et comme tu dis, un studio, il y a moins de risques. Ouais. Tu te fais financer plus facilement. Si tu as des problèmes, c'est d'un coup moins cher à sortir. Moi, je rajouterais le côté de s'entourer. Vraiment. Mais même si c'est pas un accompagnement, mais faites un apéro ou contactez des personnes qui se sont déjà lancées. Poser des questions. Ah ouais. Poser des questions. Ah ouais, c'est super important. Parce que oui, il y a des formations, il y a des vidéos dont fait partie le podcast, qui sont des produits gratuits où tu apprends plein de choses. Mais c'est vraiment là pour donner une première base, encourager les personnes à se lancer, parce que le virtuel c'est bien, mais après il faut y aller quoi. Et après, justement, s'entourer de personnes autour de soi, ça permet de poser des questions. Et de pas être bloqué et de se rassurer au final, de se dire pourquoi pas moi aussi, puisque dans ma vie il y a des investisseurs, pourquoi pas moi. Ouais, mais en tout cas voilà, si tu regardes la vidéo et que tu te poses beaucoup de questions, commence simplement petit. Voilà. Ne cherche pas finalement. Si aujourd'hui tu te poses beaucoup de questions, investis petit. Voilà. Ouais, ça viendra. Sinon, tu as tellement de stratégies possibles, tu vas en trouver plein, hein, mais il faut trouver la sienne. Donc justement, s'entourer, ça aide aussi à se comparer, à se dire, ok, bon, moi je me sens plus sur ça. Faire des visites aussi, tu te dis, c'est peut-être trop gros pour moi, je vais ralentir. Donc déjà, commencer par un studio, c'est très bien. Hein, ouais. Mais merci beaucoup en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir te recevoir, c'est une vraie chance parce que justement toi tu es un investisseur pour moi qui était local, hein, avec qui j'ai pu échanger, découvrir les apéros immobiliers sur Pau. D'ailleurs ils sont ouverts si vous voulez venir, avec grand plaisir pour discuter ensemble. Pas que Pau, hein, ça peut être des gens de... Ça peut être d'ailleurs bien sûr. Ça peut venir de n'importe où. Si vous voulez faire la route. Mais dans l'idée, ouais, c'est ça, c'est une chance pour moi de t'avoir eu dans ce podcast. Ça me fait plaisir que justement vous ayez pu avoir plein d'informations, de nouvelles connaissances grâce à toi. Et puis bien sûr dans la description, je mettrai toutes les infos pour retrouver Nicolas. Les stories Instagram si vous voulez participer pour les prochains épisodes, poser des questions et faire des retours. Et puis surtout, abonnez-vous pour voir le prochain épisode. Oui. Laissez un commentaire si vous avez envie de partager et si ça vous a plu. C'est important de soutenir les petits créateurs. Et puis voilà, merci encore du coup à toi d'être venu et à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci. Merci de m'avoir reçu. Écoute, c'était un très bon moment, un bon échange et puis on se verra au prochain apéro IMO. Oui, c'est ça.